Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire qui va toucher à la professionnalisation de l'évaluation. Je propose d'abord de me présenter, ensuite d'expliquer un petit peu le contexte de ce webinaire, ensuite nos panélistes à qui donc, je vais présenter avant de leur donner la parole. Donc, moi, je m'appelle Claudine Morier, je suis membre de la CEVAL, la Société Suisse d'évaluation, que j'ai représentée auprès du réseau francophone de l'évaluation pendant 5 ans. J'ai dû passer la main, comme dans toute bonne organisation démocratique. Et maintenant, je représente le RFE auprès de l'OICE, donc à haut niveau international. Et je continue à piloter le groupe de travail sur la professionnalisation avec certains de mes collègues ici présents. Ce panel, en fait, a été proposé suite à l'intervention de quelques-uns d'entre nous à Rabat pour le Forum mondial de l'évaluation qui a eu lieu en février. Et en fait, on a commencé, le dialogue avait déjà commencé depuis longtemps, mais vraiment la discussion a été intéressante. Et puis la présidente de IDEAS, Ada Campo, a proposé qu'on continue ce dialogue en fait dans le cadre de la semaine locale de l'évaluation. On s'est dit que c'était une excellente idée et on en a profité pour élargir un peu justement les personnes présentes autour de la table pour apporter d'autres perspectives. Et ce qui fait qu'on se réjouit, on a hâte de continuer ce dialogue sur le thème de la professionnalisation. Le thème de la semaine locale de l'évaluation donc porte sur les changements transformationnels, sur le fait d'équilibrer ambition et réalisme. Donc, on vous a proposé un thème très ambitieux pour ce webinaire. La professionnalisation de l'évaluation peut-elle contribuer à la transformation profonde, systémique et durable des écosystèmes nationaux et internationaux? Et puis, pour la partie réaliste, eh bien, on va dire qu'on fera au mieux. Les panélistes ici présents feront au mieux pour y répondre dans le temps assez court qu'on a à disposition, finalement, 1h30. Ce qui fait que on va d'abord avoir un cadrage théorique de Benoît Gauthier, qui est évaluateur qualifié de la Société canadienne d'évaluation, qui est aussi professeur associé à l'Université de Carleton, membre titulaire de la SCE, entre autres. Je ne peux pas faire le curriculum vraiment détaillé de tous nos participants. Donc, après ce cadrage théorique, je passerai la parole à Abdulaziz Khan, qui est consultant international et formateur en management de projet, enseignant associé au CESAG et qui est président sortant de la Sénéval et actuellement vice-président du RFE. Donc, lui mettra en lumière les facteurs qui ont soutenu le parcours de professionnalisation dans différents pays membres du réseau francophone de l'évaluation. Et il parlera des différents outils aussi que le RFE a développés. Ensuite, on passera la parole à Edoué Dimitri Agbodan, qui est directeur du CLIR francophone, pour l'Afrique francophone, pardon, qui est maître assistant en économie au CESAG et qui abordera donc une approche un peu plus axée sur le développement des écosystèmes poursuivi par le CLIR dans le cadre du réseau GEI. Ensuite, pour la dernière intervention, disons, chaque intervention durera environ 15 minutes. On passera la parole à Jean-Serge Quesnel, qui est président de la Société québécoise d'évaluation et qui est membre du conseil d'administration de IDEAS. Il présentera donc un projet de cette organisation pour une certification en évaluation du développement et les motivations qui sous-tendent cette approche. Donc, en fait, tout au long du webinaire, on va avoir un peu différentes perspectives qui sont un peu plus focalisées sur les individus, d'autres qui sont un peu plus focalisées sur les systèmes, on va dire. Et on espère vraiment qu'il y aura un dialogue intéressant entre nos éminents panélistes. Et pour finir, on passera la parole à Serge-Éric Yakewu-Djiam, qui est évaluateur qualifié, vice-président d'IDEAS et coprésident de Eval Indigenous et ancien président de l'AFREA. Je crois que j'ai oublié quelque chose, pardonne-moi, Serge-Éric. Et donc, voilà, il apportera son regard en conclusion. Donc, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la petite, donc pas la boîte de dialogue, mais en cliquant sur les 3 petites formes en bas à droite de votre écran. Moi, je serai attentive donc aux questions que vous posez. Et après les interventions donc des 4 premiers panélistes, on aura un temps donc pour que les différentes personnes puissent y répondre. Voilà, et puis mes chers panélistes, si vous voyez une question qui vous intéresse particulièrement et que je ne vous la pose pas après, n'hésitez pas à y répondre aussi. Voilà.
I was told to tell you as well that unfortunately the subtitles in English don't work. So this is going to be a French-only webinar. Sorry for any English-speaking participants. Le webinaire est enregistré et sera mis à disposition ultérieurement sur nos différents réseaux. Voilà pour la partie formelle. Je crois qu'il est temps de te donner la parole, Benoît, pour ce cadrage théorique. Merci. Alors, si tu as terminé la partie formelle, c'est donc que je commence la partie informelle. Ah, la partie intéressante, c'est ça que je voulais dire. Je suis Benoît Gauthier. Claudine, merci beaucoup pour la présentation. Je veux m'assurer que ce soit clair que je suis ici me représentant moi seul, que bien que je sois étroitement associé à la Société canadienne d'évaluation, je ne la représente pas. Bien que j'ai été intimement impliqué avec le RFE, je ne le représente pas. Je ne représente que mes vues personnelles. Et ma tâche aujourd'hui, c'est de proposer un certain nombre de concepts auxquels on peut se référer dans la discussion sur la professionnalisation de la pratique de l'évaluation et sur sa contribution possible à la transformation de l'écosystème de réflexion critique sur les politiques publiques. J'allais dire avant le début du webinaire, alors que la diapo du titre était affichée, que lorsque le titre pourrait être un titre de thèse, on n'a probablement pas le bon médium, celui du webinaire. Mais on va se débrouiller. Donc, je suis là pour définir un certain nombre de termes, proposer quelques classifications qui facilitent la discussion. Parce que c'est facile de s'empêtrer dans le vocabulaire et de penser ne pas s'entendre parce qu'on utilise les mêmes mots de façon différente ou des mots différents pour signifier la même chose. Alors, avant de rentrer dans ce qui est spécifique à l'évaluation, j'ai voulu définir ce qu'est la professionnalisation. La professionnalisation, c'est un mouvement, c'est un changement, mais qui fait référence au mot profession, nécessairement. Mais on entend aussi dans la discussion les mots métier, les mots occupation. Alors, j'ai voulu aller à la source, au dictionnaire. J'ai interrogé Larousse et Petit Robert sur ce que signifie, par exemple, le mot occupation. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont copiés mutuellement, mais on trouve dans le Larousse qu'une occupation, c'est, et je cite, ce à quoi on consacre son temps, son activité, alors que dans le Petit Robert, on définit occupation comme ce à quoi on consacre son activité, son temps. Mais, entendons-nous, tout ce que ça veut dire, c'est qu'une occupation, c'est ce qu'on fait. Donc, ça ne nous avance pas à grand-chose en termes définitionnels. Métier, par contre, métier, il y a du matériel, là. Il y a quelque chose d'intéressant dans métier. Sauf que le Larousse définit métier, et je cite, comme profession, caractérisée par une spécificité exigeant un apprentissage et de l'expérience. Donc, pour le Larousse, une profession, c'est un métier. Non, pardon, un métier, c'est une profession. Alors que le Petit Robert dit que c'est un genre de travail déterminé et reconnu. Un peu plus intéressant. Mais on passe ensuite au mot profession. Et là, Larousse dit une profession, c'est un métier. Ah, on s'y perd. Et dans ce cas-ci, le Petit Robert dit aussi une profession, c'est un métier qui a un certain statut social, prestigieux et une position intellectuelle. Donc, pas très utile tout ça. Un métier, c'est une profession c'est un métier, une occupation, c'est n'importe quoi. Alors, je vais vous proposer pour fin de la discussion de conserver le mot métier pour une partie de ce que je présenterai plus loin et, dans le sens que lui donne Simon Roy, qui a étudié à Paris-Nanterre, un de mes collègues, je vais vous suggérer qu'une profession, écoutez-moi bien, la profession, regroupe des personnes qui partagent une occupation commune avec des processus, des résultats de travail, des compétences et des normes similaires.
Donc ici, on associe profession d'abord avec des personnes. Une profession, ce n'est pas une association de machines. Ce sont des individus qui partagent une occupation. Une occupation, on l'a dit tantôt, c'est ce qu'on fait, tout simplement. Mais une occupation commune avec un certain nombre de caractéristiques similaires dans les processus, les résultats, les compétences et les normes. Alors, ce sont là des mots-clés très importants dans la discussion sur la professionnalisation. Plus loin, dans la littérature, on trouvera que les professions sont fondées sur la spécialisation, sur les compétences, sur l'autonomie, sur une certaine perception de soi comme individu détenant un certain savoir et sur un sentiment d'appartenance à un groupe qu'on appelle profession. Donc, spécialisation, compétence, autonomie, perception de soi comme professionnel et sentiment d'appartenance à un groupe qui partage une pratique une pratique axée sur des processus et des résultats similaires. Ce processus de professionnalisation, c'est une évolution, c'est un changement. Hein? Les mots qui finissent en ion en français sont souvent des mots de changement. Donc, professionnalisation, c'est le passage d'une chose à une autre. Et ça se déploie, et on verra dans quelques instants à quel passage on parle, mais ça se déploie à deux niveaux, au niveau individuel et au niveau systémique. Et on verra dans les présentations d'aujourd'hui ces deux possibilités, ces deux chemins de professionnalisation. La professionnalisation au niveau individuel qui, elle, désigne un ensemble de démarches entreprises par les individus pour accéder à un certain statut professionnel qui associe reconnaissance, privilège, autonomie et souvent avantages financiers. Ça, c'est le point de vue, la professionnalisation au point de vue individuel. Au point de vue collectif, la professionnalisation renvoie au processus par lesquels un groupe de praticiens et de praticiennes devient un corps de professionnels jouissant de la reconnaissance des institutions publiques et des autres organisations professionnelles. Au niveau collectif, on parle d'un effort de groupe qui nous amène, merci Jean-Marie, à deux nouvelles classifications. Une fois qu'on a défini ce que c'était une profession, j'ai indiqué que la profession évolue dans un cheminement de professionnalisation au point de vue individuel et collectif. La professionnalisation, elle, se déploie en 4 étapes. Chacune de ces 4, et que vous voyez à la gauche de l'écran, chacune de ces 4 étapes a des composantes individuelles et des composantes collectives, même si l'accent est différent d'une phase ou d'une étape à l'autre. À la phase 1 de professionnalisation, on est devant une occupation non structurée, une pratique qui n'est sujette à aucune structure, qu'il est même difficile de décrire en termes généraux et qui n'a pas de reconnaissance formelle. Dans bien des pays, l'évaluation en est à cette étape-là, bien que c'est moins vrai, mais j'hésite parce que c'est moins vrai maintenant. Il y a 15 ans, ou 15 ou 20 ans, il n'y avait que 2 douzaines d'associations nationales d'évaluation et ailleurs, donc, la pratique était non structurée. Il y avait des gens qui pratiquaient l'évaluation, mais sans que ce soit à l'intérieur d'une structure de quelconque qui encadrait la pratique. Phase 1, donc. Phase 2, la phase du collectif volontaire et structuré. Dans la phase 2, les membres d'une profession en émergence forment une association formelle qui se concentre sur la formation de base de ses membres et sur la publication d'écrits au sens large. Aujourd'hui, l'écrit prend des formes visuelles et tout. Le collectif, dans ce cas-ci, alimente l'individuel. L'action collective alimente la
professionnalisation individuelle. Ces efforts de formation qui sont le premier geste posé par les collectifs volontaires et structurés amènent une certaine standardisation des pratiques, puisque formation implique curriculum, implique choisir les sujets qui seront pertinents pour la professionnalisation des individus. Et donc, la collectivisation entraîne une certaine standardisation des pratiques à laquelle les personnes qui veulent s'identifier comme professionnels doivent adhérer. En phase 3, je devrais dire, la plupart des pays à travers le monde se trouvent en phase 2 parce que dans la plupart des pays à travers le monde, des associations professionnelles d'évaluateurs et d'évaluatrices existent. En phase 3, on passe à la reconnaissance professionnelle formelle. Les organisations professionnelles, les institutions académiques mettent en place des systèmes de reconnaissance par accréditation ou par diplomation. Souvent, le côté académique, les universités prennent le pas à cette étape-ci, créent des formations, créent des groupes, des regroupements de cours qui, à leur avis, permettent aux individus d'acquérir les connaissances et les habiletés pour être des professionnels de la pratique. Ces mécanismes permettent la reconnaissance d'un niveau de compétence détenu par les membres qui satisfont aux exigences de titre professionnel. La reconnaissance professionnelle, qu'elle passe par l'association ou l'université, débouche sur une forme de titrage, de titre professionnel. Contrairement aux diplômes académiques, cependant, les reconnaissances issues d'associations peuvent permettre une supervision de la pratique éthique par les praticiens et praticiennes reconnus, ce qui n'est pas le cas pour les diplômes académiques. La quatrième phase est aucun pays à travers le monde n'a atteint la quatrième phase pour ce qui est de l'évaluation. La quatrième phase est atteinte pour plusieurs autres professions à travers le monde, les médecins, les dentistes, les comptables, les vérificateurs internes, les auditeurs, comme on les appelle en Europe ou en Afrique, bénéficient d'un système à la phase 4, celui de la réglementation et des licences. Dans cette dernière phase, la pratique devient réservée aux personnes possédant les diplômes ou les certifications reconnues par l'État. Pour les professionnels, c'est un moyen d'assurer leur autonomie d'exercice dans leur pratique et de faire face aux pressions des employeurs, de l'État ou des bénéficiaires ultimes de leur pratique. Je répète, aucun pays au monde n'en est à la phase 4 de professionnalisation pour ce qui est d'évaluation. Et ça ne veut pas dire que l'évaluation, la pratique de l'évaluation doit nécessairement atteindre la phase 4 de professionnalisation. J'entends de la résistance de toutes sortes de milieux sur le fait de réglementer la pratique de l'évaluation. Alors, c'est peut-être pas ce qui devrait être notre but, mais on devrait certainement réfléchir en termes de phase 2 et phase 3 pour ce qui est de la professionnalisation de l'évaluation. Avant-dernier point, il y a 4 piliers au processus de professionnalisation. La collectivisation des efforts par le biais d'une association nationale. Il n'y a pas de professionnalisation possible sans association de professionnels. Les universités ont un rôle important, mais les associations de professionnels sont celles qui portent le message et qui supportent leurs membres à travers leur carrière et non pas seulement dans leur phase d'apprentissage. Deuxième pilier, le développement d'une pensée éthique qui protège les publics affectés par l'activité professionnelle d'une pensée corporative. Le risque étant que les professionnels développent ce que j'appelle une pensée corporative qui mettent d'avant les intérêts du professionnel ou de la professionnelle plutôt que les intérêts des personnes qui sont visées par l'action professionnelle. Le troisième pilier, l'établissement de normes de pratique auxquelles les nouveaux praticiens, les nouvelles praticiennes peuvent se référer
tout comme les utilisateurs dans ce cas-ci, l'information évaluative pour juger du travail. Donc, l'établissement de normes et finalement l'identification de compétences. Ces compétences servant de guide à la préparation professionnelle et au maintien de la qualité de la pratique. Ces compétences peuvent être utilisées de façon individuelle ou collective. Les individus peuvent les utiliser pour identifier leurs forces et leurs faiblesses et choisir leur cheminement d'apprentissage. Collectivement, on peut utiliser les compétences pour programmer des formations, construire des programmes universitaires, etc. Un dernier point. À mon avis, le processus de professionnalisation de la pratique évaluative s'exerce principalement au niveau national, parce que c'est à ce niveau qu'il est possible de tenir compte des particularités culturelles, économiques, légales, sociologiques et autres qui jouent sur la définition de la position optimale des professionnels. Selon moi, il est possible que pour les organisations internationales ou transnationales de contribuer aux dynamiques nationales en développant des outils génériques, mais ceux-ci doivent ensuite être maîtrisés, ajustés, modelés aux réalités locales pour vraiment s'enraciner. Ce dernier sujet est sans doute l'occasion de débattre à l'intérieur de notre groupe. Ça me fera plaisir d'en reparler plus tard. Merci, Claudine. Merci beaucoup, Benoît, pour cette première intervention très riche en informations. J'en profite pour préciser qu'en fait, ces différents éléments figurent dans l'argumentaire que le réseau francophone de l'évaluation a publié l'année passée. Abdulaziz, sauf erreur, tu vas en parler, mais si jamais, peut-être que Jean-Marie, tu pourrais mettre le lien dans la discussion pour vers l'argumentaire, ce serait peut-être pas mal pour avoir toutes les informations. Enfin, tu as ajouté ton point de vue personnel, mais pour le côté vraiment, je veux dire, structuré et factuel. Donc, Abdulaziz, je te propose de prendre la parole pour justement continuer sur la perspective du RFE. Ton micro est coupé. Voilà. Merci. Merci à Benoît d'avoir déblayé le terrain sur le plan conceptuel, mais d'avoir également décrit ce que le RFE a développé à travers le groupe de travail professionnalisation, notamment en proposant ce référentiel de compétences qui finalement, je me pose la question, nous nous posons la question au niveau du groupe. C'est une opportunité, mais de quelle opportunité il s'agit? Je pense que tout à l'heure, Benoît a décrit les différentes phases les différentes phases de développement proposées par cet outil, et de dire en fait que nous sommes passés, que nous avons déroulé les phases 1, 2, et difficilement la phase 3 qui est abordée. Et je pense qu'il a bien précisé que la phase 3 est en gestation, mais que de dire que la phase 4 n'est pas encore arrivée, la phase 3 est arrivée à maturité, mais que la phase 4 encore reste encore à mettre en œuvre. Je pense que ce qu'il faut peut-être noter à ce niveau-là, c'est de dire que bon, il a défini la professionnalisation de l'évaluation, qui fait référence à, disons, un plan collectif qui vise à donner une stature et une reconnaissance particulière à cette activité d'évaluation, et qui doit contribuer à une sorte de performance supérieure à cette activité, et qui concerne, disons, la protection envers un public qui n'est pas en mesure de juger de la qualité de la performance attendue lorsqu'on procède à une évaluation. Alors, il y a, si on se réfère un peu au schéma qui est proposé,
qui est décrit ici. Il y a eu un test d'adaptation de l'outil diagnostic sur la professionnalisation que nous avons mis en œuvre avec l'Association sénégalaise d'évaluation, mais également l'Association marocaine d'évaluation et la Société luxembourgeoise d'évaluation des programmes. Donc, il y a eu des tests d'adaptabilité qu'on a essayé de contextualiser au niveau national, mais également le développement de l'argumentaire que Benoît vient de dérouler et qui met en lumière l'importance cruciale de cette approche professionnelle et structurée de l'évaluation. Les concepts ont été développés tout à l'heure par Benoît, je ne vais pas y revenir, mais il y a cette nécessité préalable d'adapter ces concepts-là à nos réalités locales. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de développement sur, disons, le Made in Africa, comment utiliser un certain nombre de concepts qui sont développés dans d'autres espaces et est-ce qu'ils peuvent être adaptés à notre contexte, oui ou non. C'est un peu, pardon, l'impact potentiel de ce concept sur les écosystèmes nationaux et qui devrait se traduire en principe par une amélioration de la qualité de l'évaluation. Quand on parle de professionnalisation, c'est peut-être amener les évaluateurs à suivre un certain nombre de normes éthiques et à acquérir des compétences spécifiques. C'est ça qui pourrait améliorer la qualité des évaluations. C'est la raison pour laquelle, par exemple, aujourd'hui, on demande aux associations nationales de dire quelles sont les spécificités sur lesquelles ils peuvent s'adosser pour dire, voilà ce que nous faisons, par exemple, au niveau des associations nationales d'évaluation. Voilà ce que nous développons, ce que nous voulons développer comme compétences pour améliorer la qualité des évaluations qui sont effectuées par les membres de l'association au niveau du Sénégal, au niveau du Mali ou bien au niveau de notre pays. Et ça, c'est ça qui développe une certaine confiance au niveau des évaluateurs professionnels et c'est ça qui va inspirer davantage une confiance aux parties prenantes et qui pourrait apporter une certaine crédibilité aux évaluations qui sont effectuées. Avec le RFE, c'est cette collaboration internationale qui est en train de se développer et qui part des expériences spécifiques des différents espaces dans l'espace francophone, mais des différences spécifiques qui sont faites au niveau de nos contextes. On parlera de professionnalisation qui pourrait faciliter une collaboration entre différents évaluateurs de différents pays et qui va favoriser des approches communes, mais tout en, identifiant certaines spécificités et pouvant favoriser des échanges sur les bonnes pratiques. Je pense que c'est peut-être c'est un peu vers cette démarche que l'on devrait, disons, accentuer cette réflexion commune que nous avons sur les questions de la professionnalisation de l'évaluation et qui traduit cette collaboration internationale à travers, par exemple, l'argumentaire que nous avons développé tout à l'heure et qui décrit les niveaux différents des associations nationales d'évaluation selon le contexte et selon leurs réalités qui leur sont propres. Donc, je pense qu'il est important de reconnaître que la professionnalisation, elle ne garantit pas automatiquement une transformation profonde et durable des institutions. Il y a d'autres facteurs il y a d'autres facteurs sur lesquels il faudra tenir compte, tels que la volonté politique, elle existe, mais est-ce qu'elle donne un coup de fouet à cette professionnalisation de l'évaluation? Il y a également la participation des parties prenantes et la mise en œuvre effective des évaluations. Ce sont des éléments cruciaux sur lesquels il faudra apporter une attention particulière. Par exemple, l'outil diagnostic sur lequel nous avons travaillé est arrivé à un stade d'appropriation au niveau du groupe de travail que nous avons mis en place, mais arrivé à un stade où nous devons favoriser
ou faciliter l'appropriation de cet outil au niveau des autres parties prenantes de l'écosystème national. Et c'est ça qui me permet de dire enfin que il est important donc de dire que la professionnalisation de l'évaluation peut jouer un rôle important dans la transformation des écosystèmes, mais elle doit être accompagnée par d'autres efforts pour maximiser son impact. C'est pour cela nous estimons qu'il est important, au-delà de nos réalités spécifiques, d'identifier les bonnes pratiques. Et c'est l'identification de ces bonnes pratiques qui constitue, disons, le jalon qui devrait suivre l'argumentaire qui a été développé tout à l'heure concernant la professionnalisation. Et c'est à travers un certain nombre d'activités qui sont organisées, des webinaires, qui doivent jalonner tout ce processus et qui permettent à chaque entité, à chaque association nationale d'évaluation, de décrire quelles sont les bonnes pratiques qu'ils sont en train de mettre en œuvre et de les partager et de voir quelle quintessence on pourrait tirer, n'est-ce pas, de chacune de ces expériences qui sont spécifiques. Alors, compte tenu donc de la diversité des origines disciplinaires et de l'environnement sociopolitique, socioculturel, l'établissement d'une liste commune de compétences va contribuer à une conversation, disons, constructive sur la pratique de l'évaluation, donc sur son professionnalisme. Et cette réflexion, elle pourrait être entreprise au niveau de l'espace francophone, mais surtout au niveau régional. Et c'est ça qui favoriserait la reconnaissance d'un certain nombre de forces au niveau régional, mais également d'appuyer cette mobilité des professionnels pour partager les expériences qui sont développées d'un espace à un autre. Et je pense qu'on avait développé, on avait parlé un peu de ce milieu universitaire, de ce milieu académique, n'est-ce pas, qui pourrait être impliqué dans la définition des compétences communes, n'est-ce pas, qui pourrait être partagé et d'impliquer donc l'espace universitaire, mais également d'impliquer également d'autres ressources qui seraient peut-être produites par les associations nationales d'évaluation et qui seraient fondées à identifier quels sont les risques et les contraintes importantes auxquelles les associations nationales pourraient jouer ce rôle de catalyseur, n'est-ce pas, des expériences qui sont développées au niveau de chaque entité. Et le RFE a un rôle à jouer dans cette dynamique de la professionnalisation de la pratique dans l'espace francophone, dans cette optique de développement d'un référentiel de compétences propre à l'espace francophone. Il y a à partir des expériences donc au niveau national, au niveau régional, mais également à partir également des différences dans les valeurs qui sont portées par ces différentes entités. Et le réseau francophone d'évaluation pourrait, disons, lancer une sorte de cadre de partage d'expériences et de compétences qui sont propres à l'espace francophone, mais en collaboration avec d'autres institutions, avec d'autres entités. Et il restera peut-être disons, à éclairer, disons, le chemin, n'est-ce pas, qui devrait nous conduire à l'adoption d'un référentiel, mais qui serait propre au contexte, qui traduirait un peu cette fédération et qui tiendrait compte des contextes nationaux et pour lesquels on pourrait en faire la promotion. Donc, c'est un certain nombre d'échanges à travers des webinaires qui seraient organisés sous la houlette du RFE à travers les expériences qui seraient identifiées
donc les bonnes pratiques qui pourraient être présentées par les différentes entités que constitue l'espace francophone à travers le réseau francophone d'évaluation. Donc voilà ce que je voulais dire sur la contribution du RFE dans cette dynamique de professionnalisation de la pratique de l'évaluation dans l'espace francophone. Merci, Claudine. Merci beaucoup, Abdulaziz. Très bien, ça permettait de concrétiser un peu l'aspect plus théorique apporté par Benoît, en donnant des exemples aussi concrets. Et donc, je me suis permise aussi de mettre dans la zone des questions le lien vers la page donc, du RFE, sur la page professionnalisation. Donc, n'hésitez pas à vous y référer plus tard. Pour l'instant, il faut être concentré sur, sur ce qui est dit. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Edoé qui va nous apporter une perspective un peu différente. En fait, au CLIR, vous me parlez peut-être moins de professionnalisation et plus d'institutionnalisation, si je ne me trompe pas. Donc, on va voir pourquoi. Mais merci beaucoup, Claudine. Merci vraiment à tout le monde. Merci d'avoir invité les participants à rester concentrés. J'espère que je ne vais pas les distraire, que je vais rester assez intéressant pour faciliter leur concentration. En tout cas, c'est un privilège et un plaisir pour le CLIR d'être associé à cette réflexion. Je crois que Benoît nous a très bien campé le décor et explicité ce qu'on entend ici, parce que c'est vrai que la professionnalisation est souvent galvaudée, mais on ne s'entend pas toujours sur ce qu'on met comme contenu. Je crois que c'est à l'actif du RFE et de Benoît d'avoir clarifié ce qu'on entend par la professionnalisation ici. Et ce que j'aimerais bien dire, c'est que, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qui est proposé ici par le RFE en matière de définition de la professionnalisation et ce qui se fait au niveau du GEI. En fait, on a pratiquement la même définition de la professionnalisation, la même manière de voir la chose, ce qui explique d'ailleurs les cadres de collaboration entre le CLIR et le RFE sur ces questions-là. Mais ce qui est important à remarquer en termes de différence, c'est le fait que à notre niveau, au niveau du GEI, la professionnalisation est mise en œuvre comme une composante de notre démarche de renforcement des systèmes nationaux d'évaluation. Donc, la professionnalisation doit répondre à notre vision, à la vision du GEI, qui est d'arriver à des systèmes nationaux d'évaluation qui sont fonctionnels, c'est-à-dire des systèmes qui permettent d'élaborer des politiques de meilleure qualité et des politiques qui permettent ensuite, à travers leur mise en œuvre, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Donc, la professionnalisation s'inscrit dans ce cadre général de développement des systèmes nationaux d'évaluation. Et dans cette démarche-là, l'accent est beaucoup mis sur les gouvernements. À la différence, par exemple, du RFE, où l'accent est mis sur les associations professionnelles d'évaluation, nous mettons l'accent beaucoup plus sur les gouvernements qui constituent nos portes d'entrée dans les différents pays dans lesquels nous intervenons, justement parce que nous réfléchissons en termes de système et la professionnalisation va être une composante de ce système-là. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par professionnalisation composante d'un système? Ce que nous voulons dire dans un premier temps, c'est que c'est le gouvernement qui doit mener la danse, mais le gouvernement doit le faire dans une démarche qui inclut et implique de manière efficace les associations professionnelles d'évaluation, la société civile, les universités et tous les autres acteurs qui participent à l'écosystème de suivi et évaluation. Mais en reconnaissant au gouvernement le droit de mener la danse. Cette approche vient avec ses avantages, mais aussi avec ses inconvénients. Et cela renvoie un peu à un certain nombre d'éléments que Benoît a mentionnés tout à l'heure. Je vais donner un exemple. Dans certains pays, quand nous entrons et que nous travaillons avec le gouvernement et qu'on parle de la professionnalisation, ils vont vous dire, ah tiens, oui,
il faut professionnaliser parce que justement, nous voyons des choses, nous voyons des gens qui parlent d'évaluation des politiques publiques, ils publient des choses, mais nous, on ne se reconnaît pas dedans. Donc oui, il faut vraiment professionnaliser. Mais la tentation qui peut être derrière est de professionnaliser de manière à ce qu'on puisse mieux contrôler le secteur, le métier, pour que ça ne dérange pas politiquement, ce qui peut avoir des répercussions sur la qualité même des évaluations, sur la politisation des évaluations. Donc ça, c'est par exemple un défi auquel nous, on fait face lorsque nous entrons dans les pays. Et c'est pour ça que nous mettons beaucoup l'accent sur des éléments qui ont été mentionnés tout à l'heure par Benoît. D'un côté, la dimension nationale, qu'il faut que la professionnalisation soit adaptée aux réalités locales, et de l'autre, d'avoir des plateformes qui permettent de prendre en compte le savoir-faire international, l'expertise internationale, les expériences acquises à l'international, lorsque on est en train de travailler sur la professionnalisation au niveau local. Parce que combiner les deux, ça permet, par exemple, quand on est face à un gouvernement qui veut barricader un peu la fonction, qu'on puisse dire, voilà, il y a des exemples, il y a des benchmarks, il y a des situations ailleurs qui nous donnent des cas concrets sur lesquels on peut se reposer pour avoir un système durable qui permet véritablement la transformation du champ de politique pour avoir plus d'efficacité. Et la légitimité internationale des arguments ou des personnes qui parlent en ce moment-là est parfois très importante dans un certain nombre de pays. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de professionnalisation si on ne prend pas en compte cette plateforme internationale de collaboration, comme par exemple le RFE. Mais dans le même temps, il faut véritablement veiller à ce que les solutions qui sont proposées reflètent les réalités locales. Et c'est très heureux de voir les différentes étapes que Benoît a présentées, parce que dépendamment de la situation du système national d'évaluation, il peut être très précoce de mettre en place certains mécanismes, par exemple. Et donc, il faut tenir compte de la dynamique locale, de ce qui existe déjà, et bâtir sur cette base-là les solutions qui peuvent permettre véritablement la professionnalisation. C'est pour ça que, à l'image du RFE, nous, à notre niveau aussi, on a développé un outil de diagnostic que nous appelons le MESA, qui nous permet de faire une photo de la situation du système national d'évaluation. Et une fois que nous avions fait cette photo, nous nous asseyons avec les acteurs de l'écosystème pour définir un plan de renforcement des capacités dans lesquels on inclut un certain nombre d'éléments de professionnalisation. Alors, je voudrais revenir un peu sur certains de ces éléments que nous incluons dans nos plans de renforcement des capacités ou de plans de professionnalisation. Je voudrais mettre l'accent sur 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est toute la question de l'inclusion et de la participation. Et ça, c'est une valeur importante pour nous lorsqu'il s'agit de faire la professionnalisation. Nous sommes aujourd'hui à un niveau de demande de plus en plus accrue d'évaluation et il faut répondre à cette demande-là avec des expertises avérées. La demande atteint un certain nombre de niveaux où il apparaît qu'il faut avoir une masse critique de professionnels qui peuvent répondre à ça. Et cela veut dire qu'on doit créer l'espace nécessaire pour que des évaluateurs émergents puissent arriver, puissent rentrer dans le métier, qu'ils aient l'accompagnement nécessaire pour exercer leurs fonctions. Et quand on parle d'évaluateurs émergents ici, on veut parler d'évaluateurs dans toute leur diversité, des femmes, des hommes, des minorités, des personnes qui n'ont pas normalement voix au chapitre lorsqu'on parle de politique publique, doivent désormais trouver à travers l'évaluation des espaces pour pouvoir s'exprimer.
C'est très important de le dire parce que quand nous parlons bien sûr de professionnalisation, nous ne parlons pas seulement des évaluateurs qui vont faire l'évaluation, mais nous parlons aussi des professionnels comme des commanditaires d'évaluation qui doivent commanditer les évaluations. Nous parlons de professionnels qui doivent utiliser les évaluations, savoir comment utiliser les évaluations. Et nous parlons aussi de professionnels qui peuvent exercer un certain nombre de leadership dans le milieu pour influencer la prise de réglementation, de loi, pour permettre la production des évaluations et leur utilisation. Donc, c'est toute une diversité de sous-métiers au sein de ce corps-là dont nous sommes en train de parler. Donc, il faut que lorsqu'il s'agit de commanditer les évaluations, qu'on ait la diversité de populations représentées pour que les choix en matière d'évaluation puissent refléter vraiment les priorités au niveau national et facilitent une participation équitable à tous au processus de décision autour des politiques publiques. Donc, cette question d'inclusion est très fondamentale et c'est pour ça qu'un certain nombre de mesures peuvent paraître, par exemple, précoces dans certains milieux lorsque les conditions ne sont pas remplies pour garantir cette inclusion. Par exemple, on peut imaginer des processus de certification, d'accréditation qui sont pertinents et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Mais il faut qu'on veille à ce que les mesures préalables soient mises en place pour garantir justement cette inclusion-là dans la fonction, surtout pour des pays qui sont en phase préalable de développement de leur système national d'évaluation, un peu comme Benoît l'a présenté tout à l'heure. Le deuxième élément très important sur lequel nous voulons mettre l'accent, c'est la mise en place des marqueurs collectifs. Ça a été dit tout à l'heure que dans le processus de professionnalisation, il y a la dimension collective qui est très importante. Et il faut pouvoir créer les conditions pour que, collectivement au niveau national et à l'international, que ceux qui sont les vrais professionnels puissent être remarqués et soient différenciés de ceux qui ne le sont pas. Et nous, au niveau des centres, dans le cadre du développement des systèmes nationaux d'évaluation, nous mettons beaucoup l'accent sur le rôle des universités, sans occulter bien sûr le rôle fondamental des associations professionnelles d'évaluation, comme ça a été dit tout à l'heure. Nous mettons l'accent sur les universités avec des programmes de diplomation que nous essayons d'accompagner. Donc, on a ici au CESAG pour l'Afrique francophone accompagné la mise en place d'un master en évaluation des politiques publiques. On accompagne des universités à mettre en place des clubs d'évaluateurs pour les étudiants. Le GI a mis en place une plateforme qui présente les différents programmes en matière de formation dans le secteur de l'évaluation qui est mise à la disposition de la communauté internationale pour ceux qui veulent faire des choix de formation dans le domaine. Et de plus en plus, on va vers des certifications universitaires parce que si vous vous rappelez, les premières générations de formation dans le domaine de suivi-évaluation ont été des séminaires de courte durée qui étaient sanctionnés majoritairement par des attestations de participation. Aujourd'hui, avec le besoin de créer ces marqueurs collectifs, on veut aller vers des certificats qui sont des preuves de compétences parce que, à la différence de l'attestation, le certificat permet aux participants de prendre un examen et de témoigner vraiment de sa maîtrise des outils qui lui sont proposés au cours d'une formation donnée. Et le troisième élément sur lequel on est en train de travailler, c'est la mise en place des communautés de pratique, des communautés dans lesquelles des personnes peuvent se retrouver et discuter, échanger des pratiques dans des secteurs définis. Par exemple, quand nous parlons de l'évaluation
sensibles au climat ou à l'environnement, par exemple le Footprint Evaluation. L'idée, c'est d'avoir des communautés de pratiques qui permettent à ceux qui se spécialisent dans ces domaines-là de pouvoir échanger des pratiques. La même chose, nous travaillons sur l'évaluation sensible aux enfants, aux jeunes et aux adolescents, et on travaille vers la mise en place d'une communauté de pratiques dans ce domaine. Le CLEAR avait aussi initié des séminaires de formation dans le domaine de l'énergie, de l'eau, assainissement, hygiène. Et l'idée, c'est d'avoir des communautés de pratiques qui permettent à ceux qui travaillent sur ces questions spécifiquement de pouvoir continuer à échanger pour voir comment est-ce qu'ils peuvent développer davantage les pratiques dans ces domaines spécifiques. Et enfin, le troisième élément, donc j'avais parlé de l'inclusion, j'ai parlé des marqueurs collectifs que nous essayons de mettre en place. Et le troisième élément qui nous semble fondamental dans ce processus de professionnalisation, c'est d'avoir des solutions qui sont encastrées dans les réalités locales. Donc, des solutions qui permettent justement de prendre en compte les réalités locales. C'est pour ça que nous sommes engagés sur l'agenda du Made in Africa qui a été mentionné tout à l'heure par Monsieur Khan et l'agenda de la décolonisation de l'évaluation. Pas dans le sens qu'il faut exclure l'international, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir une professionnalisation durable sans l'international, mais d'avoir la pleine conscience qu'il faut aller tirer bénéfice des dynamiques locales, de créer l'espace pour que des échanges puissent avoir lieu avec les pratiques locales en matière d'évaluation et de créer les conditions de leur valorisation au niveau international. Le GLOCAL est pour nous, par exemple, un outil pour exactement faire cela. Parce que le GLOCAL, le G renvoie au global et le local renvoie au local, dans cette dynamique-là de s'assurer que les pratiques locales ont une visibilité au niveau international et dialoguent avec les pratiques qui sont déjà reconnues au niveau international. Et par ce dialogue-là, sont légitimés et sont reconnus au niveau international en tant que modèle de production de connaissances ou modèle d'évaluation qui peuvent être reconnus par la communauté internationale de l'évaluation. Donc, pour nous, la professionnalisation, c'est véritablement ça, un processus qui va contribuer à avoir des systèmes plus durables et qui permettent véritablement de transformer la manière dont les politiques publiques sont pensées et la manière dont elles sont évaluées. Et pour ça, nous devons reconnaître une chose fondamentalement. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore toutes les solutions faites. On ne peut pas dire qu'on sait clairement c'est quoi la route pour arriver au système, à une professionnalisation efficace. Donc, c'est pour cela que les échanges comme celui-ci sont très importants parce qu'il faut qu'on continue à discuter, il faut qu'on continue à réfléchir pour que chaque pays, dans sa dynamique nationale, puisse faire les choix probants pour qu'on puisse véritablement créer les conditions pour des politiques publiques plus efficaces et pour contribuer justement à l'amélioration des conditions de vie à travers des évaluateurs qui sont de vrais professionnels dans toute leur diversité. Merci beaucoup. Donc, je reste disponible pour la suite de la discussion. Je vous rends la parole. Merci. Merci beaucoup, Edoy. Ah, il y a un écho. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, ce n'est pas moi qui vais continuer à parler. Je vais passer la parole à Jean-Serge qui va donc nous apporter une perspective assez différente à ce qui a été fait jusqu'à présent. Jean-Serge, si tu veux bien nous parler un peu de cette proposition de IDEAS. Bon, bien, d'abord, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont déjà contribué. C'est fort intéressant. Et je vois en quelque sorte une triangulation qu'on progresse tous et on veut tous cheminer vers la professionnalisation. Au cours de ma carrière, j'ai eu 5 grandes phases traitant de la professionnalisation. À la fin des années 70, début des années 80, j'ai eu le plaisir d'être un président
du groupe d'experts en évaluation du Comité de l'aide au développement de l'OCDE. Donc, on ne peut pas avoir l'évaluation plus à l'international qu'à ce niveau-là. Et en quelque sorte, le défi était celui de ce qui a déjà été mentionné par Benoît, c'est-à-dire quelle était la pensée évaluative, quelle est la pensée d'évaluation. Et en quelque sorte, c'était très intéressant parce que j'ai proposé au groupe de collègues qui étaient essentiellement les chefs d'évaluation des agences de coopération internationale, le besoin d'énoncer des principes d'évaluation. Et c'était incroyable parce que la première réunion, il y a eu une levée de boucliers. Tout le monde disait non, non, il n'y a personne qui va nous imposer nos vues. Au niveau national, on doit nous-mêmes définir ce qu'est l'évaluation, ainsi de suite. Mais finalement, après 2 ans de débat, on a publié ce qui s'appelle les principes d'évaluation de l'OCDE, qui en quelque sorte, encore de nos jours, demeurent des normes à l'international et des normes de base pour l'évaluation. Mon second effort dans le domaine de l'évaluation fut que, quand j'étais directeur d'évaluation de la Banque interaméricaine, j'ai dit il faut faire du réseautage. Il faut à tout prix mobiliser. De sorte qu'on a décidé de lancer le réseau régional d'évaluation pour l'Amérique latine et les Antilles. Et remarquez qu'ici, qu'au niveau régional, on a sauté au-dessus des niveaux nationaux parce qu'il y avait quelques unités nationales. Mais c'était pour un phénomène de propulsion. Et en quelque sorte, là, on a développé les compétences de base pour un évaluatrice latino-américaine. Et également, on a lancé un programme de base en formation, l'ABC, comment faire l'évaluation, en espagnol, évidemment, et avec une collaboration de 14 universités pour lancer ce programme. D'ailleurs, ce programme existe toujours de nos jours. Il est offert par Eval Partners. C'est le module d'évaluation de base en espagnol qu'on peut trouver sur Eval Partners. Le troisième phénomène, c'est quand j'ai devenu directeur d'évaluation à l'UNICEF, où j'ai été là 8 ans. Et là, je me suis fort impliqué dans le groupe des Nations Unies pour l'évaluation. Et là, c'est là qu'on a rédigé les normes et les standards, qu'on a mis en place les profils pour évaluateurs, mais surtout, ce qu'on est allé plus loin, parce qu'on a fait des descriptions de postes repères pour la création de postes d'évaluateurs pour création au sein des Nations Unies, à chacun des 5 niveaux pour professionnels et pour les chefs d'évaluation. Le 4e niveau, c'est quand je suis revenu beaucoup plus à me réimpliquer dans le réseautage des évaluations et la Société canadienne d'évaluation, évidemment. Évidemment, j'ai poursuivi avec l'ORILAC, l'AFREA, IPEN qu'on a créé pour l'Europe de l'Est, évidemment IDEAS et le réseau francophone d'évaluation dont j'ai eu l'honneur d'être le premier coordonnateur fondateur. De sorte que là, j'ai senti l'importance de la communauté de praticiens d'évaluation pour aller avoir un consensus, développer les bases pour avoir une communauté d'évaluateurs. Et ensuite, la nouvelle phase dans ma vie, c'est que j'ai rejoint activement IDEAS, malgré que j'ai le premier carte de membre officielle de IDEAS. Et c'est dans ce contexte ici, je me suis impliqué dans le domaine de la professionnalisation, mais pour cheminer vers une accréditation, vers l'évaluation. C'est pour ça que je vous présente un peu des jalons vers la professionnalisation. Et dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est une détermination de bien vouloir d'avoir une professionnalisation. Non pas en parler. On en parle depuis bien des années, mais de faire quelque chose de très concret, de créer cette communauté d'évaluateurs reconnus comme professionnels en évaluation. C'est le premier pas. Et l'avantage que IDEAS a, c'est que c'est une association d'individus, de sorte qu'on peut avoir un consensus et cheminer plus rapidement qu'une entité parapluie de réseautage, comme
l'OICE, comme le réseau francophone, ainsi de suite. De sorte que IDEAS peut jouer un rôle de chef de file vers une systématisation pour une professionnalisation qui soit reconnue. Évidemment, il faut des normes, des standards, un code d'éthique, un cadre de politique, et ça, IDEAS a déjà ces éléments-là en place. Un profil de compétences, IDEAS a développé ça avec toute une équipe internationale pour avoir une perspective mondiale dans les besoins de l'ABC. Donc, c'est un dénominateur commun ce qu'il faut pour être évaluateur. J'ai mis ici description de poste parce que c'est très pertinent pour les administrations. Si les administrations veulent institutionnaliser l'évaluation et veulent avoir des évaluateurs compétents, ben, il faut qu'ils créent des postes avec les critères pour permettre le recrutement de personnes qui sont compétentes pour faire cela. De sorte que c'est un instrument fort utile pour, en quelque sorte, ancrer beaucoup plus vers une professionnalisation de l'évaluation au sein d'une fonction publique. Une formation de base, bien là, évidemment, maintenant, il y a beaucoup de cours à tout niveau, le certificat de maîtrise, de doctorat, mais aussi, il y a un programme qui existe, qui a été créé tout de même en 2001 par la Banque mondiale avec les chefs des unités d'évaluation des institutions internationales et des Nations unies, qui s'appelle le programme de formation en évaluation du développement, connu en anglais comme le HIPDEP. En français, depuis 11 ans, il se donne sous le titre de PIFED. Et depuis 3 ans, on le donne en arabe comme le TEKIM et sous peu en espagnol comme PIFED. L'important de réaliser ici, c'est que ce programme-là, il a été suivi de plus de 10 000 évaluateurs et évaluatrices. Il y a une communauté là qui existe déjà. Une formation de base. Évidemment, pour la formation de base, il y a aussi, comme Edouard a mentionné, qu'il y a beaucoup de formations disponibles sur l'Internet et ainsi de suite. Ceci conduit vers une démarche qui est la reconnaissance professionnelle d'un titre comme évaluateur reconnu en évaluation du développement. C'est ce qu'IDEAS veut faire. Et ce titre de professionnel, évidemment, il existe au sein de la Société canadienne d'évaluation. Je suis un évaluateur qualifié. Et de sorte qu'on peut faire facilement un modèle de reconnaissance. Évidemment, ce qu'il faut faire aussi dans cette formation de base, c'est d'avoir en place un corpus de connaissances de base qui servira comme point de repère pour reconnaître la compétence professionnelle. Un peu comme a fait les gestionnaires de projets. C'est un peu le modèle que j'ai à l'esprit, qui ont extrêmement bien réussi à mettre en place une reconnaissance professionnelle comme gestionnaire de projet. Ensuite, il faut un mécanisme d'assurance de qualité. Ici, il ne s'agit pas de surveiller chaque évaluation, mais c'est plutôt avoir un mécanisme, s'il y a des plaintes au niveau de la qualité, qu'il y ait un groupe de personnes compétentes qui examinent si effectivement et qui apportent les commentaires pour améliorer la qualité, surtout au niveau des membres qui ont déjà été reconnus par IDEAS. Enfin, il faut avoir une communauté de pratique, il faut avoir un apprentissage et cet apprentissage continu fait en sorte que pour maintenir son titre, il faut démontrer qu'on a suivi des cours et qu'on continue à se perfectionner. Voilà, c'est le modèle de base. Et là-dessus, je dis que, comme conclusion, on peut en parler pendant bien longtemps, mais à un moment donné, ça prend un champion qui décide de concrétiser et de faire quelque chose. Je reconnais que IDEAS fonctionne au niveau international, mais ce niveau international, il n'est pas dans l'abstrait, il est ancré avec des membres qui reviennent de tous les pays, puis il est ancré dans des comités de collaboration qui reflètent les différents points de vue. Voilà, c'était ma contribution. Merci, Claudine.
Merci Jean-Serge, tu as été plus rapide que le temps qui était prévu, comme ça nous laissera plus de temps pour la discussion. Alors, je n'ai pas l'impression d'avoir vu de questions vraiment dans la zone prévue à cet effet. Est-ce que Jean-Marie, tu pourrais remettre la page d'explication juste de où se connecter? Peut-être que les personnes qui sont arrivées en cours de route ne l'ont pas vu. Donc, pendant que vous accédez à cette zone de discussion et que vous réfléchissez à des questions, moi, j'avais envie d'interpeller Benoît. Alors, j'avais une question que je voulais te poser et je vois que Jean-Serge a déjà un petit peu répondu. Peut-être qu'il a anticipé. Mais Benoît, toi, tu nous as fait part de ton point de vue que justement, ce processus de professionnalisation doit être plutôt ancré dans le local, ou peut-être le national, et qu'une organisation comme le RFE peut être là pour appuyer. Et là, on a vu un exemple un peu plus international, on va dire, de IDEAS. De ton point de vue, quelles sont les chances et les défis en fait auxquels pourrait être confronté ce type d'initiative? Si tu veux bien y répondre. Bien sûr, aucune obligation. Les défis, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai de tout projet de professionnalisation à cause de la complexité de notre pratique. Je suis mal placé pour parler des comptables parce que je ne connais rien à la comptabilité, mais il me semble, ma perception à moi, c'est que le travail du comptable, c'est relativement simple. Ça se codifie, ça se norme dans le sens normé, ça se décrit dans le détail. Le travail d'évaluateur est beaucoup plus adaptatif que cela. Ces méthodologies sont beaucoup plus variées. Les approches, les façons de concevoir les enjeux d'évaluation sont variées aussi. Donc, il est très difficile de codifier le travail d'évaluation et la pratique des professionnels de l'évaluation. La SCE a fait un effort dans ce sens-là avec un référentiel de compétences qui en est à sa deuxième version, hein, le premier référentiel de compétences a vécu pendant 10 ans et ensuite on a vu la nécessité de l'ajuster à l'évolution de la pratique. Ensuite, un code d'éthique, encore une fois, la SCE a eu 2 ou 3 itérations de ses principes éthiques, des normes de pratique il a essayé d'adapter des normes ISO de pratique en évaluation et il a eu là, de mémoire, 5 éditions du manuel sur les normes de pratique en évaluation. Donc, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui est qu'on cherche à positionner dans le temps, à définir dans le temps, mais aussi dans l'espace. Parce que c'est une pratique culturelle. Edoé a mentionné les risques d'interpeller les gouvernements dans la professionnalisation. Le risque potentiel de limiter la pratique et de contrôler, ni plus ni moins, la pratique. Ça, c'est un enjeu culturel. C'est plus présent à certains endroits qu'ailleurs. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux idéologiques, économiques. Et ça, c'est ancré dans le territoire. Alors, le projet d'IAS est évidemment intéressant. Tous les projets de professionnalisation sont intéressants. La question, c'est, et je ne sais pas moi d'y répondre, mais c'est la question du ratio coût-bénéfice. Quels vont être les coûts encourus pour développer un programme de cette nature et de cette ampleur-là et quels seront les bénéfices qu'on pourra en tirer? L'IDEAS semble conclure que l'équation est positive. Bravo. Ce que je vois, par contre, et je terminerai là-dessus, comme le rôle le plus important des organisations internationales, j'inclus le RFE, IDEAS, d'autres, Edoé travaille avec plusieurs pays, donc, dans un sens, pilote une organisation internationale. C'est de préparer le terrain pour les associations nationales.
de faire du travail de déblayage coûteux, difficile, exigeant, que les associations nationales et les gouvernements nationaux puissent ensuite reprendre et ajuster à leur réalité. On n'a pas besoin de réinventer la roue partout, mais on a besoin d'ajuster la taille de la roue, le nombre de rayons, la grosseur du moyeu, etc., pour que ça convienne à la route sur laquelle la roue doit rouler. Merci. Benoît, entre-temps, il y a eu d'autres questions qui ont été posées. Une qui s'adresse directement à Edoé. Tu as évoqué le MESA et la nécessité de procéder à un état des lieux de l'écosystème d'évaluation pour imaginer le renforcement des capacités. Et donc, il y avait une demande en fait d'expliquer comment est-ce que c'est mis en œuvre. Et la question n'est pas terminée. Donc, je ne sais pas si tu peux le faire. Peut-être qu'on risque d'entrer dans beaucoup de détails. Sinon, la question précédente, je pense qu'elle pouvait aussi t'intéresser. Est-ce que l'institutionnalisation de l'évaluation est une condition indispensable pour la professionnalisation? Et oui, si d'autres panélistes veulent y répondre après, très volontiers aussi. Oui, bon, je vais essayer de répondre. Je pense que les autres collègues vont compléter. Bon, spécifiquement sur le diagnostic, comment ça se fait? Ça nous prend entre 3 mois et 6 mois pour faire le diagnostic. La raison pour laquelle ça dure aussi longtemps, c'est parce que nous mettons beaucoup plus sur le processus du diagnostic que sur le résultat. Il y a d'autres outils qui sont là, l'outil INSEE par exemple qui permet de faire le diagnostic en 3 semaines et qui vous donne quelques indicateurs clés. Le MESA, c'est beaucoup plus sur le processus parce que on l'utilise en fait pour faire la sensibilisation des acteurs. Dans le processus du diagnostic, il y a même des formations qui sont parfois prévues pour aider à comprendre ce que c'est qu'un système national d'évaluation pour aider à comprendre un mécanisme de plaidoyer auprès des gouvernements pour que le plan de renforcement des capacités qui va être le produit final du diagnostic, que ce plan de renforcement des capacités soit partagé par tous les acteurs. Donc, on a des ateliers qui sont organisés avec différentes parties prenantes pour discuter des forces et faiblesses. Donc, globalement, sur le processus, c'est vraiment un processus participatif. Et sur l'analyse même, on fait l'analyse sur 4 éléments essentiels. L'environnement même, donc le cadre réglementaire, le niveau d'institutionnalisation du suivi et évaluation. Ensuite, on fait l'analyse sur la chaîne PPBSE, la chaîne planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation, pour voir comment est-ce que les conditions sont remplies pour le suivi et évaluation. Et puis, les deux autres dimensions sont consacrées spécifiquement au suivi et ensuite à la pratique de l'évaluation. Donc, globalement, le diagnostic analyse ces 4 éléments-là. Est-ce que l'institutionnalisation est indispensable pour la professionnalisation? Moi, je dirais oui, dans une certaine mesure. En fait, on a besoin d'institutionnalisation parce que, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, on a besoin d'avoir des normes, on a besoin d'avoir des règles définies, on a besoin d'avoir des marqueurs, on a besoin d'avoir des structures qui sont reconnues, des structures habilitées à faire l'évaluation. Par exemple, quand on prend le cas du Bénin, le ministère qui est en charge de la coordination du suivi et évaluation a des partenariats avec des universités qui sont reconnues comme des universités qui contribuent au renforcement des capacités, à la formation au niveau national pour répondre à la demande d'experts au niveau national. Donc ça, c'est par exemple un mécanisme qui est facilité, qui permet de faciliter la professionnalisation parce que c'est institutionnalisé quelque part, c'est mis dans des tests qui permettent au gouvernement d'entretenir ce type de relations. Okay.
Donc, avoir ces mécanismes d'institutionnalisation facilite beaucoup les choses. En Côte d'Ivoire, comme vous le saviez, le ministère de la Planification a établi un partenariat avec les NCA et JPAL et l'Agence française de développement pour mettre en place une certification en évaluation d'impact pour répondre aux besoins de la fonction publique. Et ça, c'est possible parce que dans la loi nationale d'évaluation, il a été dit que le ministère du Plan est justement en charge du renforcement des capacités dans le domaine de l'évaluation. Donc, il a mandat de mettre en place ce genre de dispositif-là parce que c'est institutionnalisé. Donc, on a besoin de certaines bases d'institutionnalisation pour accélérer le processus de professionnalisation. Merci. Merci beaucoup, Edoui. Je ne sais pas si Abdulaziz avait envie d'intervenir aussi sur cette question ou s'il y a un autre élément, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé dans l'intervention des collègues aussi. Tu peux volontiers rebondir. Sinon, j'ai une question spécifique pour toi. Attends, mon micro. Je pense que son micro bon, est maintenant. Oui, en fait, c'est un peu aller dans le sillage des interventions de Benoît et de en fait, disons que toutes les argumentations qui sont développées ici rejoignent le balisage qui est fait à travers les associations nationales d'évaluation qui constituent le pivot, disons, l'entité qui est le réceptacle de toutes les initiatives, des démarches qui sont entreprises. Disons, c'est la porte d'entrée. Pour ce qui concerne aussi bien l'institutionnalisation que la professionnalisation, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, la professionnalisation sans l'institutionnalisation, je pense que c'est deux maillons d'une même chaîne, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on n'a pas cessé de le noter lorsqu'on a initié un certain nombre de travaux dans le cadre du groupe professionnalisation. Donc, je pense que c'est extrêmement important de renforcer les capacités des associations nationales d'évaluation et d'initier un certain nombre de démarches pour lesquelles les associations nationales d'évaluation seraient un acteur majeur. Aujourd'hui, les travaux qui sont entamés en ce qui concerne le diagnostic, n'est-ce pas, par client, n'est-ce pas? Les acteurs majeurs, ce sont les associations nationales d'évaluation qui jouent un rôle important dans ce processus. Je pense que nous sommes interpellés dans le cadre D'ailleurs, il y a un groupe de travail qui tourne autour, n'est-ce pas, du renforcement des capacités des associations nationales d'évaluation, un groupe de travail auquel j'ai adhéré il y a très peu de temps. Merci. Merci Abdulaziz. Je pense que la dernière question qui a été posée dans la zone de chat s'adresserait potentiellement à Jean-Serge. Donc, le participant demande est-ce qu'on peut parler d'homogénéité de pratiques évaluatives entre les pays et les agences multilatérales d'aide dans le domaine de la coopération? Et voilà, si on veut pouvoir faire une certification qui s'adresse à tant de pays et structures différentes, est-ce qu'il y a une forme d'homogénéité? Il y a des points communs? Comment est-ce que tu vois ça? Il y a beaucoup d'homogénéité et de points communs. Et si on regarde en réalité sur l'ensemble des variables, je dirais qu'au moins 80%, c'est similaire et c'est le 20% qui fait la différence. De sorte que c'est pour ça que moi, je fonce sur le dénominateur commun. Et comme tous ont dit, il faut par la suite adapter aux réalités des pays. Mais il faut en réalité propulser de l'avant et donner une base. Et sur cette base-là, comme dit Benoît, comme la société canadienne, bien, on évolue. On énonce un document, on énonce des principes, on énonce et on fait les ajustements. Et on peut aussi, sur la base de ce qui est le dénominateur commun, adapter aux réalités locales. Remarquez que
quand on a lancé les compétences pour les évaluateurs latino-américains, on voulait quelque chose à l'équivalent de Made in Africa en Amérique latine. Et la même chose au niveau de l'Afrique. Mais, somme toute, heureusement, au niveau des compétences, il y a eu des normes qui sont quasi internationales qui ont permis d'avancer, de faire progresser vers la profession. C'est pour ça que je dis, moi, le premier principe vers une professionnalisation structurée, reconnue, etc., c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté de le faire. Voilà, merci bien. Merci. La volonté, en tout cas, de professionnaliser et de contribuer à tous ces efforts-là est clairement présente parmi nos 4 panélistes ici. Il y a un dernier panéliste, une dernière personne qui voulait donc ajouter sa conclusion. Serge Eric, es-tu avec nous? Parce qu'on arrive déjà au bout de l'heure et demie, ça passe tellement vite. On aurait pu rester encore des heures, à mon avis. Comment tu vois tout ça? Qu'est-ce que ça t'inspire? Merci Claudine. Merci Claudine. D'abord, un bonjour, un bonsoir à tous nos participants. Et déjà, par les différentes temps zones, je prends comme ça aussi ce bon panel à partir de l'Indonésie, à Jakarta. Et donc, je suis content de voir également qu'il y a un participant dont je vais taire le nom qui est aussi dans la zone et qui tenait vraiment à participer. Nous devons déjà reconnaître, n'est-ce pas, la richesse des contributions de tous les partenaires, Claudine, parce qu'il faut déjà voir, n'est-ce pas, la diversification des points de vue. Nous avons commencé avec notre frère Abdoulaziz qui nous a balisé, n'est-ce pas, de manière. D'abord Benoît, pardon, parce qu'il a retracé et donné un peu les implications théoriques avec une reconnaissance, n'est-ce pas, du fait que l'ancrage organisationnel de la profession d'évaluation est vraiment diversifié. Et on ne saurait avoir, n'est-ce pas, une universalité, n'est-ce pas, de son application. Mais par contre, reconnaître, n'est-ce pas, les différentes formes théoriques, mais surtout quelque chose qui est pertinent de retenir là-dedans, c'est que le travail de l'évaluateur, comme a dit Benoît, il est beaucoup plus adaptatif par rapport aux théories et pratiques qui existent. Et ça, c'est intéressant. Et pour ce faire, il est important, n'est-ce pas, de tenir compte des différents normes et standards, mais surtout des pratiques éthiques qui varient selon, n'est-ce pas, les pratiques d'évaluation qui existent. Nous avons par exemple le modèle canadien avec la SEE et nous avons, n'est-ce pas, le modèle de la FREA et surtout les modèles, n'est-ce pas, que j'ajouterais de l'Asie-Pacifique de APIA que nous connaissons beaucoup plus et qui bientôt vont produire les principes ou adapter les principes d'évaluation en Asie. Mais c'est aussi important de comprendre que la notion de profession d'évaluation implique aussi des enjeux politiques parce que la mise à disposition, n'est-ce pas, des compétences sur les évaluations plus politiques, c'est nécessaire. Les enjeux économiques et aussi les enjeux sociétals, parce qu'en matière d'éducation, c'est aussi important. Mais déjà, il fallait voir comment aussi Abdoulaziz revient, peut-être pas souvent trop Abdoulaziz au chapeau de RFE, mais un chapeau aussi gouvernemental, parce que le fait que, n'est-ce pas, cette profession, la demande étant toujours très, très grandissante, l'offre, n'est-ce pas, en service d'évaluateurs, donc je vous dis, n'est-ce pas, la disponibilité des évaluateurs compétents qui posent toujours problème. On a toujours vu dans nos parcours, nos différents parcours, que avoir, n'est-ce pas, des évaluateurs qualifiés, de bonne qualité, si je peux dire le mot de bonne qualité, de bonnes compétences, ça devient un enjeu. Pourquoi? Parce que les différentes organisations, quelle que soit les structurations, si on va de la société civile, des secteurs privés, les organisations non gouvernementales, les organisations étatiques, et même au divers, n'est-ce pas, organisations bilatérales, multilatérales ou internationales comme les Nations Unies, n'est-ce pas, la qualité est vraiment émanente. Et c'est pour ça que ça appelle également à ce besoin, un besoin, parce que si on doit soutenir, n'est-ce pas, la crédibilité en évaluation, ça exige la mise à disposition, n'est-ce pas, des informations fiables, crédibles, évidentes pour soutenir, n'est-ce pas, la prise de décision. Mais, et sans oublier que si on parle, n'est-ce pas, du côté à la société civile, Edoué qui est venu avec, n'est-ce pas, une précision sur la contribution, n'est-ce pas, de cette thématique, mais beaucoup plus comment appuyer, amener une réponse au soutien national d'évaluation, lesquels sont les moteurs essentiels, n'est-ce pas, d'appui au système de suivi et d'évaluation des pays,
parce que cet aspect d'institution d'évaluation qui a commencé pendant plus de 2 décennies maintenant, je me rappelle bien quand Freya, avec, n'est-ce pas, poussé le flambeau à l'époque, mais aussi s'inspirant du modèle béninois, parce que le modèle béninois nous a beaucoup inspiré, surtout en Afrique de l'Ouest et du Centre, dans les années 2010, 2012, 2014. C'était vraiment quelque chose de très innovant et Freya en avait profité à l'époque. Donc, c'était important de voir dans quelle mesure, parce que ce côté de disponibilité est important. Mais surtout, ce qui est important de retenir, que j'ai noté bien, avec la question, n'est-ce pas, d'un panéliste qui parle, n'est-ce pas, comment faire, s'il faut, n'est-ce pas, avoir un diagnostic approfondi, n'est-ce pas, non seulement des besoins, des contextes, des pratiques, et c'est quelque chose de pertinent. Je ne vais pas revenir sur le point des deux, mais plus pour dire qu'il est important de reconnaître que le renforcement des capacités nationales d'évaluation demain est vraiment un enjeu capital. Et c'est pour ça que le travail des clercs francophones, et surtout on peut aussi dire clercs anglophones, ou de tous les clercs, est indispensable. Parce que jusqu'ici, malgré le travail qu'on fait, la demande est toujours forte, les capacités sont toujours demandées, et c'est quelque chose on doit voir comment, avec la diversité des organisations, diversité d'acteurs que nous sommes, comment se mettre en commun pour amener une réponse, n'est-ce pas, à cette demande des compétences d'évaluation. Et c'est là où Jean-Serge revient, n'est-ce pas, à la place de l'ADS. Pourquoi? Parce que si on a une diversité de pratiques, n'est-ce pas, et de professionnels, aujourd'hui, Jean-Serge, c'était très intéressant de voir les balises des différents organismes ou bien programmes de certification qui existent. On ne va pas revenir sur la liste, elle est tellement longue, mais elle est longue, mais elle est éparpillée. Peut-être c'est là où la place, n'est-ce pas, de ADS peut être, je peux dire, avoir un avantage comparatif. Pourquoi? Parce que, comme disait Jean-Serge, on a le PIFET qui est né de IBDET, qui est là, mais jusqu'ici, la portée n'est pas toujours mondialement développée, parce que on connaît, n'est-ce pas, les besoins, les limites en termes de participation. Mais on a également d'autres organismes, organisations qui ont des certifications d'évaluation, la SCE, notamment les évaluateurs qualifiés, dont je suis content de faire partie. Il y en a plusieurs nombreux dans le panel, Benoît, Jean-Serge et bien d'autres encore. Mais aussi, il y a des organismes, comme j'ai rencontré ici en décembre, Claudine, durant la conférence des APIA. J'étais ici à Manille, aux Philippines, à une institution ici qui donne, n'est-ce pas, déjà des formations d'évaluation même, mais ils vont au-delà, ils donnent maintenant des diplômes en évaluation. Mais ce n'est pas là la question, mais c'est là où Jean-Serge précise la nécessité de voir comment qu'il y a quelque chose qui est peut-être mondialement reconnu, parce que ADS c'est pas sa nature, à ce chapeau, ces casquettes d'être l'organisation plus individuelle, qui est plus acceptable. Mais aussi, pour ce faire, il y a des enjeux importants. Peut-être comment s'appuyer sur les référenciers qui existent, parce que les référenciers existent, on n'invente pas la roue, on s'appuie sur ce qui existe, on adapte. Comment développer aussi des codes éthiques qui sont acceptables, n'est-ce pas, à la partie d'évaluation. Mais oui, également, Benoît l'a bien dit, ça demanderait également d'évaluer, tant soit peu, le rapport coût-bénéfice, ou bien je dirais alors peut-être le rapport d'acceptabilité, peut-être je dirais plutôt d'acceptabilité de cette certification. Bien sûr, ensemble, on peut se mettre pour apprécier qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça demande, qui sont les acteurs, parce que ça demande une question, il faudra l'évaluer constamment. Si on met un programme pareil debout de main, il faut que ce programme soit redynamisé constamment pour prendre en compte les évolutions contextuelles, les demandes interchangeantes. On voit aujourd'hui, n'est-ce pas, que plusieurs formes et théories d'évaluation naissent pour pouvoir, n'est-ce pas, s'adapter au contexte très, très, très interchangeant afin de produire, n'est-ce pas, des évaluations de qualité acceptées. Mais aussi, ça démontre la nécessité d'adapter les autres d'évaluation au contexte et aux réalités locales. Et c'est quelque chose de pertinent. Je suis, par exemple, pour profiter de mon input et contrôler les panels, j'ai conduit une évaluation actuelle de la Banque islamique ici en Asie du Sud-Est. Mais durant les discussions hier, cette connotation, coopération sud-sud en venait toujours. Et on a demandé, n'est-ce pas, pour tel ou non, n'est-ce pas, d'un partenaire, pourquoi elle s'appuie uniquement sur les experts du côté Asie et Asie du Sud-Est. Et la réponse était seulement qu'il était temps, n'est-ce pas, de donner un peu de la place aux professions d'évaluation de la région. Et donc, c'était comme ça. Et je vais faire une citation à ce moment-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme a dit son Jean-Serge,
il est important qu'on puisse répondre à l'interchangeabilité, répondre au contexte, n'est-ce pas, des pays en termes d'évaluateurs. Donc, si nous pouvons arriver à une proposition de certification qui prend en compte la diversité, n'est-ce pas, de la profession, n'est-ce pas, également l'acceptation, n'est-ce pas, de la profession pour tous les acteurs qui sont impliqués, je pense que ça fait un grand pas. Mais Claudine, je pense que c'est encore très tôt. Nous sommes, n'est-ce pas, à l'aube d'un développement qui nécessite encore plus d'échanges, qui nécessite encore beaucoup d'analyses, voir comment on peut fédérer les efforts. C'est déjà bien qu'on a un panel assez diversifié. Peut-être prochainement, on pourra pousser le bouchon pour avoir d'autres acteurs afin qu'ensemble, on peut baliser et voir comment est-ce que ce débat sur la professionnalisation de l'évaluation peut évoluer. Comment également on peut profiter aussi des personnes comme Benoît et Jean-Serge qui ont tellement contribué. Et comme ça, comme nous aussi, on puisse pousser à donner le relais afin que, n'est-ce pas, on ait des jeunes évaluateurs qui nous écoutent, qui sont là. Beaucoup sont connectés actuellement, Claudine. Beaucoup m'ont appelé pour demander, j'espère que ce panel aura lieu, et dit ça aura lieu. Donc, voilà un peu ce que je peux dire comme ramasser, je peux dire comme ça, balisage, mettre ensemble ce que nous avons partagé ce soir. Mais le chemin est encore long. Je pense qu'on doit redoubler d'ardeur et redoubler, n'est-ce pas, de disponibilité pour que ce sujet vraiment important puisse voir le jour et qu'ensemble, on arrive à quelque chose de très poignant. Surtout avec cette certification. Voilà, Claudie, je te remets la parole. Peut-être il y a d'autres questions. Il y a des questions des autres membres. Je vois le doigt. Je te remercie beaucoup, Serge-Éric. C'est vrai que, comme je disais, 1h30, c'est vraiment très, très court. On est arrivé au bout et je suis vraiment très reconnaissante donc, à vous 5 et à toutes les personnes qui nous ont écoutés d'avoir pris ce temps. C'est vraiment, on aurait besoin encore de plus de temps. Abdelaziz, est-ce que tu souhaitais faire un dernier rapport ou juste dire au revoir? Parce que je pense qu'on va devoir rendre l'antenne, comme on dit. Tu es en sourdine. Excuse-moi, c'est Serge-Éric qui nous interpelle de très loin, mais que je remercie et félicite pour son intervention, mais qui corrobore un peu une partie de mon intervention tout à l'heure qui parlait de cette nécessité d'une collaboration internationale en ce qui concerne la professionnalisation qui pourrait faciliter cette collaboration entre évaluateurs de différents pays, ce qui permettrait disons, de susciter des approches méthodologiques communes et également des échanges de bonnes pratiques entre évaluateurs de différents pays et de différents contextes sociopolitiques. J'apprécie beaucoup son intervention sur ce côté-là et puis de lui souhaiter bon séjour et de nous revenir avec les pratiques qu'il pourrait partager avec nous dans cet espace en Asie du Sud-Est. Merci. Parfait, merci pour cette conclusion. on va devoir arrêter là. Merci Benoît, Abdelaziz, Serge-Éric, Jean-Serge et Edoé. On va essayer de capitaliser par écrit sur ces échanges, peut-être produire une petite synthèse ou quelque chose comme ça pour pouvoir produire des effets à plus long terme aussi. Merci à tous et toutes.